Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je reçois dans Viens chez moi, j'habite à Payade, Abdelkader Ketou. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président de l'association AETE à Montpellier. Vous êtes né en Algérie, dans la région de Oran. Vous avez grandi dans une famille de 9 enfants et vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans. 7 ans et demi. 7 ans et demi, tout voilà. à fait. Dans le Tarn, je crois. Oui. Oui, je suis né en Algérie. C'est une période qui m'a énormément marqué parce que j'ai des souvenirs très précis, hein, peut-être même plus que des souvenirs d'après. Et je suis arrivé dans le Tarn. Mes parents, c'était des paysans, hein, en Algérie. Et je suis arrivé dans une terre d'agriculteurs, c'est une terre rurale dans le Tarn. Ça vous a changé, hein, j'imagine, la différence entre la région de Oran, la région du Tarn, c'est pas tout à fait le même paysage. J'habitais dans le sud de l'Algérie, c'est ce qu'on appelle les hauts plateaux. Hein. Vous savez, l'Algérie, c'est une partie de plaine et ensuite, hop, c'est des hauts plateaux. Et j'arrive dans une terre vallonnée du Tarn. Et je disais que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce que pas content de venir, de quitter mon pays, même si j'étais jeune, j'avais conscience quand même que je quittais quelque chose. Et j'imaginais, bon, pour me consoler, je me disais, bon, la France, c'est un grand pays, un pays moderne. Et je disais toujours, j'imaginais ce pays complètement carrelé, très propre, carrelé. Et j'arrive en plein dans l'Agadou, dans le Tarn, parce que dans le Tarn, c'était une terre agricole, c'était l'Agadou. Et l'agriculture, à l'époque, je me rappelle, c'était une très grande déception parce que l'agriculture dans le Tarn, c'était une petite agriculture qui n'était pas très mécanisée par rapport à l'Algérie, qui était très mécanisée à l'époque parce que les Pinoirs avaient mécanisé l'agriculture algérienne qui était très moderne à l'époque. Ah, c'est le choc culturel. Ça a été le choc culturel, tout à fait. Par contre, après, je me suis fondu un peu dans... Ah, c'est l'école. Mes souvenirs, c'est l'entrée à l'école primaire. Ça ressemblait au Grand Moln à l'époque, c'est-à-dire que c'est une école rurale où les enfants arrivaient avec les bérets et les sabots. Hein. Mais c'était la véritable école, comment dire, de la République, avec des instituteurs, vraiment, c'est les instituteurs de Jules Ferry. En général, c'était des petites écoles où il y avait le mari et la femme, il y avait donc un instituteur, une institutrice, et ils tenaient ces classes de main de maître, vraiment, c'était des véritables maîtres, et rapidement on est mis dans une ambiance d'acquisition de connaissances. Et même si j'étais rétif au début, mais très rapidement ils m'ont donné le goût de la lecture, le goût de l'écriture et puis le goût de la connaissance. Et je rends toujours hommage à ces professeurs d'école primaire qui, vous savez, quand vous arrivez, vous ne connaissez pas un mot du pays dans lequel vous arrivez. C'est ces professeurs qui éveillaient la conscience et qui petit à petit me donnaient les outils pour à la fois entendre et comprendre ce qui se passait dans ce pays et puis rentrer dans ce pays qui, aujourd'hui, bon, je crois que je connais son histoire, je connais sa culture et c'est quelque chose que je partage avec le reste de la population française ici aujourd'hui. Alors, puisqu'on parle de l'école, quel genre d'enfants, quel genre d'adolescents aussi étiez-vous à l'époque? Moi, j'ai un père qui, paysan, il a toujours été frustré de ne pas avoir fait des études. Mon père, il a 83 ans, et encore aujourd'hui, cette frustration, je la vois parce que dès qu'il y a un journal, quelque chose, il essaye de déchiffrer, il essaye d'écrire. J'ai une mère, pareil, ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Par contre, c'est quelque chose qu'ils voulaient pour leurs enfants, et donc l'école, l'éducation, c'était quelque chose de très important, hein, et donc qui était encouragé, très important. Et dans toute ma famille, je crois, oui, c'est quelque chose qui était cultivé, on aimait bien. Il y avait même, on était 9 frères et sœurs, hein, 5 garçons, 4 filles, et il y avait une émulation entre nous. Et donc, vous savez, quand 9 frères et sœurs, pendant les périodes scolaires,
le soir quand on rentrait, c'était pratiquement une classe d'école parce que chacun était avec son cahier ou son classeur et donc c'est la maison. Justement, quelle était l'ambiance chez vous l'ambiance, entre ses frères et sœurs? Aujourd'hui, on en discute je vois avec mes filles et tout, elles me disent comment mamie a fait pour élever 9 enfants. Et en fait, moi il y avait une espèce d'autogestion. Parce que les grands s'occupaient des petits, les plus petits s'occupaient d'autres, et ainsi de suite. Et en fait, ça se faisait comme ça. On n'avait pas des grandes maisons, c'était pas spacieux, on n'était pas équipés, chacun n'avait pas son bureau, c'est pas vrai. Hein. On dormait à 3-4 dans une chambre, mais par contre, les études, c'était quelque chose de très très important. Et donc, parfois, vous savez, autrefois, les récitations, on rentrait de l'école et on apprenait les poèmes ou les récitations en allant marcher dans la campagne. Hein? Et il suffisait, et en même temps, on faisait une balade où on s'aérait et en même temps, on apprenait. Justement, alors, 9 enfants dans une famille, comme ça. Quelles valeurs vos parents vous ont inculquées à vous, à vos frères, vos sœurs? Vous savez, d'abord, les parents, ils étaient un exemple, c'est-à-dire, on les voyait bien qu'ils trimaient, parce que pour élever 9 enfants, pour les nourrir, il faut travailler. Moi, j'avais un père, il partait le matin, il rentrait le soir, il était agriculteur, donc il travaillait. C'est quelque chose qu'on voyait quand même. Ma mère, je voyais bien qu'elle, c'est quelqu'un qui travaillait, elle s'occupait des enfants, toujours dans la bonne humeur. Par contre, ça, c'était extraordinaire. Ça, c'était important, la bonne humeur, c'était important. Moi, j'avais une mère, c'était une fée au foyer, c'est-à-dire quand on arrivait, c'était jamais tirage de gueule, c'était toujours, le sourire, rigoler, et le travail, c'est quelque chose qu'on faisait dans la bonne humeur. Ma mère, que ce soit faire la lessive, aller couper du bois, on faisait des choses comme ça ensemble, parce que c'était une vie de campagne quand même. Moi, ma mère, elle prenait une hache, elle coupait, elle débitait du bois. Elle faisait des stères de bois pour se chauffer, du jardinage, de l'élevage, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on faisait ensemble. Hein. Les enfants, quand on rentrait, je veux dire, les tâches ménagères de s'occuper des bêtes ou des trucs comme ça, on le faisait en rentrant de l'école, c'était tout à fait normal. Donc vous n'avez pas Il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas de télé. Ah oui. Hein? Donc la télé, on l'a eu très tard. Et à l'époque, vous savez, moi, quand la télé est rentrée dans la maison, c'était une télé où il y avait une chaîne, ou 2 peut-être, et la chaîne, elle émettait des émissions peut-être, je ne sais pas moi, 2 heures. En fait, c'était le soir. Mais la plupart du temps, il y avait ce qu'on appelait une mire, c'est-à-dire une image fixe avec de la musique. Et vous y allez en vacances, par exemple? Les vacances, les seules vacances, c'était... Moi, les grandes sorties, c'était avec l'école. Vous savez, c'est l'école qui était l'ouverture sur l'extérieur, que ce soit par la connaissance, que ce soit par les livres, et puis il y avait les voyages scolaires. Et c'était des voyages scolaires qui étaient organisés avec tout le village, avec tous les enfants du village. Et alors, on allait découvrir des sites remarquables, c'est-à-dire, par exemple, des grottes, la mer. Moi, c'est avec l'école que j'ai découvert ça. Et c'était une ambiance extraordinaire parce que c'était des gens des villages avec les enfants. On partait avec les pique-niques, lever de bonne heure, dans des bus qui n'étaient pas aussi confortables que ce qu'il y a aujourd'hui. Hein, et avec les pique-niques, mais comment dire, c'était chaque fois des très grands plaisirs. Hein. Les gens, ils étaient heureux d'être ensemble, de découvrir ensemble. Et je dis toujours, oui, il n'y avait pas la télé parce que ce qu'on allait... Comment dire, par exemple, du Tarn, où j'étais découvrir la mer à Narbonne, c'était une expédition, et c'était pas si banal que ça. Il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la mer. La première fois, je voyais des personnes âgées devant la plage, la peur de se rapprocher de l'eau, en se disant « la mer va m'avaler ». C'était ça. Vous évoquez encore ces moments, ces ambiances-là avec vos frères, vos sœurs, vos enfants? J'ai l'impression d'être un dinosaure, je vous disais, j'ai l'impression d'être vieux, mais c'est pourtant, ça ne me paraît pas si loin. Mais c'est vrai que la société a énormément évolué en quelques années. Aujourd'hui, les choses vont très très vite, mais pendant longtemps, la société s'est développée beaucoup plus lentement. Hein, et puis tout d'un coup, elle s'est accélérée. Aujourd'hui, ça va très 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 vite. Hein.
Et alors plus tard, vous faites des études d'agronomie. Je crois que vous vouliez être médecin au départ. Et après, vous avez changé, vous vous êtes orienté vers l'agronomie. Moi, d'abord, j'ai fait l'école primaire. L'école primaire, vous savez, à l'époque, les études secondaires, ce n'était pas ouvert à tout le monde. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'études secondaires. Je me rappelle, moi, dans ma classe, j'étais le seul à aller en 6e. Ouais. Hein. Sinon, c'était le certificat d'études. Hein. Et après le certificat d'études, ceux qui pouvaient continuer, ils faisaient un CAP, ça s'appelait un CET à l'époque. Et ceux qui faisaient des études secondaires, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il fallait un dossier, il fallait être accepté, et c'était pas très... Donc moi, je faisais partie, je me rappelle, de mon village, j'étais le seul. Donc c'était aller à la ville, de la campagne, aller à la ville, donc dans le bourg-centre. Et ça, c'était la grande découverte, parce que là, l'école secondaire, j'arrive en 6e, vous avez des jeunes, en plus, bon, moi, c'était une année où ça commençait, c'était la mixité. Et donc, vous avez des gens qui viennent de partout. Beaucoup étaient en pension. Et là, vous découvrez la ville. Hein. C'est-à-dire passer du milieu rural à un milieu urbain. Et c'est la ville, avec tout ce que ça a. C'est-à-dire avec des cafés, avec des jeux, des gens habillés autrement, avec d'autres connaissances. Vous découvrez la musique, vous découvrez la jeunesse. Et puis, bon, il y a l'adolescence et tout qui arrive là. Et puis, à l'école rurale, j'avais un instituteur. À l'école, au collège, j'avais un prof pour chacune des matières. Hein. Et c'était, à l'époque, c'était quelque chose de très, très important. Mais par contre, c'était très studieux aussi. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est là que je commençais à avoir une prise de conscience. Et j'avais envie de faire quelque chose. C'était tout à fait normal, je veux dire, de là où je venais. C'est de dire, c'était un métier pour subvenir aux autres. Et notamment au tiers-monde. En fait, je crois que c'était une envie de revenir. Je venais du Sud, c'était trouver le moyen pour revenir au Sud. Pour revenir au Sud, ben c'est quoi? Je comprenais que le Sud était pauvre, il y avait la faim et il y avait besoin, donc, soit de nourrir, soit de soigner. Le problème du Sud, les plaies du Sud, c'était la famine et les maladies. Et donc, c'était un des métiers, un de ces métiers. Bon, médecine, je n'ai pas pu le faire. Par contre, agronomie, oui. Hein. Et puis, bon, ça me venait de famille, de dire, bon, la terre, c'est fait pour nourrir. Hein. Et c'est là aussi, je crois que vous débarquez sur le Larzac, vous découvrez l'Hérault. Quand j'ai fini mes études, vous savez, moi, j'appartiens à une génération après 68. Hein. Et donc, après 68, c'était un peu le retour à la terre. Hein. Et avec un autre collègue qui avait fait des études d'agronomie, on avait préparé un projet, c'est-à-dire d'avoir une entreprise agricole ensemble. Et on avait repéré une ferme ici sur le Larzac, une très grande exploitation, 900 hectares. Et donc je suis arrivé et on l'a choisi. Et donc le Larzac, ça me convenait beaucoup. Je me rappelle, mon père me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas sur ce plateau aride du Larzac? Et des années après, quand je suis revenu de là où j'étais né, j'ai compris que le Larzac ressemblait à là où j'étais né. En fait, je me rends compte que toute sa vie, on essaye de refaire des choses qu'on a vécues dans son enfance, dans sa jeunesse. Donc moi, l'agriculture, c'était l'exploitation de mes parents en Algérie. Le Larzac, ça ressemblait au haut plateau de Tiaret, donc de la région de l'Oranie, où j'avais grandi, où je voyais ces grands espaces, et j'avais besoin de ces grands espaces. Hein. Et le Larzac, c'est vraiment ça. Le Larzac, c'est le pays du souffle, des vues immenses. Et donc, c'était ça. Donc, j'ai été agriculteur pendant un nombre d'années, et je me suis régalé. Puis ensuite, j'ai quitté l'agriculture et je suis rentré dans l'administration. J'ai fait d'autres... Justement, alors on va parler un petit peu. Alors très tôt vous vous lancez dans le militantisme. Vous disiez que c'était plus pour exister dans ce pays. Vous êtes devenu militant. Oui, très tôt. Moi, déjà au lycée... Très tôt, ça veut dire quel âge? Ça veut dire... dès 15-16 ans. Dès le lycée. Dès le lycée. Dès le lycée. Dès le lycée, le collège, le lycée, très tôt. C'est-à-dire, au lycée déjà, je militais dans des mouvements, à l'époque, dans la région de Midi-Pyrénées,
le mouvement occitan était un mouvement très puissant. Et on était dans une période de mouvement régionaliste. Hein. Et il y avait donc le mouvement occitan, comme il y avait le mouvement breton, le mouvement basque, ou corse. Hein. Et le mouvement occitan, et c'était quelque chose de très important. Moi, donc, d'abord, les mouvements, comment dire, régionaux, ça nous parlait. Moi, par exemple, ma mère, il y avait un grand chanteur occitan, c'était Marty. Elle adorait écouter ça, mais parce que la musicalité développée dans les chants, allez, on va dire folkloriques ou régionalistes, c'est vrai que ça parle, comment dire, d'un point de vue musicalité, à tout le monde. C'est quelque chose d'universel, parce que je pense que les Occitans, ils étaient aussi ruraux, et que quand on vient de la ruralité, eh ben c'est pareil, que vous savez, qu'on soit rural en France, en Algérie, en Afrique ou ailleurs, on a à peu près les mêmes cultures. Moi, je vois, par exemple, j'avais une mère, elle n'avait aucun problème à communiquer avec la paysannerie tarnaise. Avec un mot français, un mot occitan et un mot travaillé avec les deux, et ils arrivaient à communiquer sans aucun problème. Mais la réalité, c'est que, vous savez, les paysans, vous parlez du temps, du soleil, de la récolte, du paysage, c'est assez universel, on se comprend. Hein. Et c'est vrai que dans le milieu rural, à partir du moment où vous travaillez le même produit, c'est-à-dire la terre où vous vous élevez, ben vous faites partie de la même famille des paysans. Donc on comprend bien votre attachement à, oui. à la terre. C'est quelque chose de très important. Hein. C'est quelque chose qui m'a pétri. Moi, je suis pétri dans la terre, et je trouve que c'est quelque chose qui ne ment pas. Vous savez, on peut en tirer plein de philosophies. Hein, je veux dire, d'abord, bon, la terre, c'est l'élément qui permet de nourrir. Hein. Ça demande du travail. Et vous savez, vous en tirez des leçons rapidement. Tel que vous avez travaillé votre terre, tel vous récolterez. Vous ne pouvez pas récolter si vous ne l'avez pas travaillé. Et en plus, pas simplement mécaniquement, il y a besoin, comment dire, de mettre un peu de cœur, de chair là-dedans. Le métier de paysan, ce n'est pas un métier économique comme on l'entend. Vous savez, c'est pratiquement une vocation. Vous savez, la plupart des paysans, s'il fallait compter leurs heures, ils ne sont même pas payés au SMIC. Hein? Donc ils le font parce que c'est quelque chose qui leur colle à la peau, c'est quelque chose de profond. Hein? Donc, et c'est là où c'est un métier qui est un peu anachronique dans un monde aujourd'hui où tout est vénal, tout est mesuré, tout a un prix. Si les paysans donnaient un prix à tous leurs efforts, bon, ce métier, économiquement, il n'existerait pas. On va revenir un petit peu à votre côté militant. Donc en 1984-85, vous fondez France Plus, c'est ça? C'est une structure de personnes issues de l'immigration. C'est quoi exactement France Plus? France Plus, vous savez, je vous ai dit, bon, moi j'ai milité pour des mouvements régionalistes dans un premier temps, parce qu'il fallait exister. Hein, c'est-à-dire, il fallait avoir une identité. Ensuite, c'est vrai que France Plus, c'est une association où, arrivé à une adolescence avancée, politiquement, on sentait bien que les jeunes issus de l'immigration, j'appartiens à une génération, la première génération d'immigration, on voulait, c'était une façon de, on revendiquait notre place de citoyenneté. Hein. Et donc on l'a crié sous toutes les formes. Il y a ceux qui ont marché sur Paris, hein, à l'image des mouvements des droits civiques américains, c'est de dire on fait partie de ce pays, et on est acteur de ce pays, on est citoyen de ce pays. Je disais, on est un plus pour la France, donc France Et c'est vrai que France Plus, quand on l'a créé, parce qu'au début, il y avait beaucoup qui créaient des associations, et alors c'était Association des Maghrébins de France, Association des Musulmans de France, et on sentait bien qu'aucun de ces titres ne collait. Et puis je me rappelle, on était à Paris, un certain nombre de militants d'un peu partout, de toutes les régions, et il y en a un, comme ça, à la rigolade, il dit « Eh, ras-le-bol, vous savez ce qu'il faut arriver ?» Il se dit « Nous sommes un plus pour la France, il y en a ras-le-bol de passer pour des moins. Hein » Et c'est comme ça que naît France Plus, de dire « Oui, nous sommes
nous sommes un plus pour la France. Et vous savez, et quelque part, ce truc, c'est de l'estime de soi aussi, hein, de ne pas accepter la situation de mépris dans laquelle on était, au même titre que les Noirs américains disaient Black is beautiful, hein, et ne pas accepter l'image, hein, dévalorisante qui est portée, jetée sur vous, hein, ne pas se laisser submerger par ça. Et je crois que c'est du même ordre. Et après France Plus, en 85, en 88, vous créez la ETE. Alors c'est quoi la ETE? La ETE, vous savez, moi j'ai beaucoup milité au niveau national, et puis à un moment donné, c'est vrai que j'étais déçu par ce qu'on arrivait à faire au niveau national, comment les mouvements pouvaient être pervertis et tout. Et ça a été un retour au local. C'est de dire la seule chose, vous savez, vouloir transformer le monde, c'est bien, mais d'abord, il faut se transformer là où on est. Il faut faire les choses là où on est et pas à des centaines de kilomètres de là où on est. Donc, si on veut faire quelque chose, il faut le faire là où on est. Et ça a été une découverte très importante pour moi. Vous savez, ça veut dire... il y en avait un qui disait, je ne sais pas, il disait, tout le monde veut transformer le monde, mais personne ne veut descendre la poubelle. C'est-à-dire que les grandes choses, c'est trop facile de vouloir faire des grandes choses. Parfois, les grandes choses, c'est aussi des petites choses, là où on est, pas à pas. Il y en a un qui a beaucoup développé ça ensuite, vous savez, c'est Pierre Rabhi, qui est un agrobiologiste d'origine algérienne. Hein, et il a développé à travers son mouvement Colibri. Le mouvement Colibri, c'est une espèce d'histoire mythologique sud-américaine, où un jour il y avait un grand feu dans la forêt et tous les animaux, regardaient ce désastre, et il y avait un colibri qui, lui, avec son petit bec, amenait des petites gouttes d'eau et qui jetait au-dessus de cet immense incendie. Et à un moment donné, les animaux lui disent « Mais à quoi ça sert ce que tu fais ?» Et il répond, il dit « Je fais ma part, c'est tout. Je fais ce que je dois faire moi. » Et je pense que c'est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il faut que chacun fasse. Et vous savez, si chacun fait là où il est, dans son coin, ça, additionné, c'est comme les petits cours d'eau, ça fait des grands fleuves ensuite. Alors, la ETE, alors le sigle AETE, ça veut dire association. Donc on a créé cette association, moi, à l'époque. Alors c'est association. Association euro-méditerranéenne pour l'échange de travail. Au début, c'était l'association euro-arabe pour le travail et l'échange. C'était, comment dire, on était à une période, il faut se rappeler, il y a l'Europe qui s'ouvrait sur les pays de l'Est, hein, et il y avait une volonté pour un certain nombre d'entre nous, y compris en politique en France, de dire qu'il faut que l'Europe ne peut pas se fermer au Sud, parce qu'elle a des partenariats très forts, historiques, culturels et tout. Il faut qu'elle s'ouvre sur le Sud, et le Sud, c'est une partie c'est l'Afrique et le monde arabe, hein, et notamment le Maghreb. Et donc, cette association, moi, je l'ai fondée en 88 parce que je rencontrais beaucoup de jeunes issus de l'immigration, maghrébine en général, et qui étaient au chômage. J'étais diplômé au chômage. J'étais au chômage parce qu'il y a une discrimination dans le travail. Et là, j'avais rencontré un jeune homme qui était dans l'économie, et je lui ai dit, il faut qu'on arrive à faire de ce qui est un handicap, il faut en faire un plus. Comme France Plus. C'est-à-dire que, le nom, la couleur de la peau était un handicap pour trouver un emploi auprès d'une entreprise, mais la couleur de la peau, la langue, la culture, accompagner une entreprise héroltaise pour qu'elle exporte ou crée un partenariat dans le Maghreb, ça devient un atout. Et donc, l'idée, c'était de dire que les jeunes issus de l'immigration diplômée, ils avaient, dans le domaine de la coopération internationale, ils avaient vocation à accompagner le développement économique des entreprises françaises vers les pays du Maghreb ou les pays arabes, et les entreprises du Maghreb qui avaient besoin d'accéder au marché européen, de les accompagner. Ils ont cette vocation d'interface. Hein, c'est-à-dire entre deux mondes, le monde dont ils sont issus. Et je vous ai dit, je pense que
de tout temps, on est tous guidés, toujours de dire qu'on sera entier le jour où on arrivera à concilier les deux parts de nous-mêmes. On ne peut pas ignorer, moi je suis né au sud, donc cette partie, elle fait partie de moi. Et toute ma vie, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'elle s'articule avec la partie où je suis. C'est pour ça que quand les gens disent « vous choisissez la France » ou je dis au même titre qu'on ne choisit pas entre son père et sa mère, je n'ai pas à choisir entre les deux, je suis les deux. Alors il y a encore beaucoup d'outils, j'imagine, à développer pour que les jeunes, justement, des quartiers créent encore plus d'entreprises. Quel avenir pour les quartiers, pour les jeunes, les quartiers populaires aujourd'hui? L'AUTE a été créée pour accompagner, dans les quartiers, c'est créer des activités économiques. C'est de dire il y a énormément de potentialités, mais il n'y a pas les outils. C'est un outil. Parce qu'on pense que les quartiers dits difficiles, les quartiers sensibles, je ne sais pas quel nom est donné, ils souffrent surtout par manque d'infrastructures et d'outils. Hein. Et donc l'AUTE, c'est un outil pour aider à la création d'entreprises. Hein. Nous, on l'a voulu comme ça. Et c'est le rôle qu'il joue. Et je pense que ces quartiers, leur handicap, c'est manque de structure. Hein. Moi, je choisis tout le temps, je dis toujours, vous savez, dans une oasis, quand on amène de l'eau, du travail, des outils, on arrive à faire verdir des déserts. Hein. Mais les déserts, c'est les hommes qui peuvent les combattre. C'est ce qu'on fait. Alors, en quelques mots, vraiment quelques mots, oui. Puisque nous arrivons quasiment à la fin de cette émission, quel conseil vous donneriez aux jeunes aujourd'hui? Le conseil que je donnerais, moi, vous savez, à mon âge, c'est de dire, il ne faut pas jamais perdre d'espoir. 2, c'est des efforts, c'est de tous les jours, c'est des uns et des autres qui se retrouveront. Vous savez, je crois qu'il faut se situer un peu dans le temps. C'est-à-dire, ce que vous semez aujourd'hui, il y en a d'autres qui récolteront. Hein. Ce sera vos enfants, vos petits-enfants. Hein, au même titre qu'on a récolté ce qu'on nous a laissé. Hein, et qu'il faut se situer dans ça. Et il faut se méfier de nos sociétés qui sont une vision très à court terme. Il faut qu'on ait une vision à plus long terme et moyen terme. Il faut qu'on ait une vision à plus long terme, effectivement. Voilà qui est très bien dit. Alors, avant de terminer cette émission, j'aimerais bien vous offrir ce t-shirt au nom de toute l'équipe de Kaina TV. Ben, je suis très fier de ce cadeau. Je vous remercie, je vous promets qu'il sera en bonne place chez moi. Alors, et aussi, je vous propose de signer le livre d'or de Kaina. Tenez, le stylo. Allez, la paillade. Allez. Très bien, merci beaucoup. Oh. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci Abdelkader Ketou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, cher Kainote, d'avoir accepté, d'être resté avec nous. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. À très bientôt.